chers invités, chers amis de la presse, avant toute chose, l'Info en ligne de Congolais de Belgique vous remercie d'être venu à cette conférence de débat, conférence de presse aussi. Et en 1997, avec l'arrivée de l'AFDEL au pouvoir, les Congolais ont été de plus en plus confrontés à la présence dans les institutions de personnes qualifiées de nationalité douteuse. 20 ans après, c'est le problème de nationalité qui a pratiquement empoisonné la vie politique congolaise. En dehors des étrangers des pays limitrophes qui se disent congolais, il y a maintenant tous les milliers de Congolais qui se sont exilés et qui ont pris une autre nationalité. Que dit la loi congolaise? Ce que dit la loi congolaise est-il à 100% profitable et au Congo et aux Congolais? Pour répondre à cette question brûlante et à bien d'autres liées à la problématique de la nationalité, l'Info en ligne des Congolais de Belgique j'invite d'ailleurs le conférencier et le modérateur à venir déjà, le temps que je termine mon introduction, que l'Info en ligne des Congolais de Belgique a invité le professeur Samuton Ikombe, qui est devant vous, afin d'en parler dans la foulée de l'apparition de son livre Le droit du sol, souple solution pour une nationalité objective en droit congolais. Donc, il a publié ce livre-ci. Et donc, il rebondira à partir de ses écrits pour cette conférence. Vous pouvez vous asseoir, hein? Oui. Et la modération de la conférence sera assurée par le professeur Grégoire Bakande Jakila, qui est professeur des universités à RD Congo, au Congo-Brazzaville, en France, en Belgique, et doyen honoraire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Professeur, vous pouvez vous asseoir. Hein? Et en passant, il fut aussi ministre, il fut parlementaire, donc il a plusieurs casquettes. Juste une disposition pratique. Nous avons 1 heure d'échange. Après les communications, lors des échanges, la parole sera donnée d'abord à la presse. Après, le public interviendra en prenant soin d'être très bref et de ne pas commencer une nouvelle conférence. Sur ce, je laisse la parole au modérateur du jour, le professeur Grégoire Bakandeja. Merci, chef Fissa. Mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer et vous dire merci d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée par la Congolais de Belgique. Je pense qu'avant de parler de l'ouvrage de mon collègue Samutondi, il est intéressant de faire un petit décor pour savoir de quoi nous allons parler et comment nous allons le comporter pour la suite du débat. Je crois que c'est dans l'invitation, je crois qu'il a été précisé, pour ou contre la double nationalité. C'est ça la problématique, pour ou contre la double nationalité. On aurait dû inverser les choses pour dire quel intérêt y a-t-il d'adopter comme principe en matière de droit de nationalité le principe de la double nationalité. Comme vous le savez, c'est une question délicate. Je crois que dans le mot d'introduction, il a été signalé que cette question est à la fois politique, mais aussi juridique. Et je pense que lorsqu'on remonte dans l'histoire, parce qu'il faut partir de l'histoire, on va constater que la question de la nationalité a un reflet historique et également stratégie politique. Reflet historique parce que tout part de la constitution de l'État indépendant du Congo, qui était une propriété de l'État.
du roi Léopold II, et pour déterminer la nationalité des populations et des groupes qui existaient à la constitution de l'État indépendant du Congo, Léopold II avait pris un décret de 1892. À la suite de la cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique, il y a eu un premier acte, c'est d'ailleurs la première constitution de la République démocratique du Congo, de l'État congolais, donc la charte coloniale. Cette question avait aussi trouvé une solution à travers des textes. Et on est allé jusqu'en 1960, où on a adopté des textes sur lesquels nous allons échanger tout à l'heure en termes d'écriture. Parce que, au-delà du droit qui est posé, c'est une stratégie qu'on va adopter en raison des problèmes que le pays a connus, et se poser aussi la question de savoir est-ce que le Congo est un pays d'émigration ou un pays d'immigration. S'il est un pays d'émigration, les pays d'émigration ont prédominance à avoir le principe du droit du sang. C'est-à-dire que l'enfant qui naît d'un parent étranger, qui est expatrié, garde des liens avec le pays de l'expatrié, et en ce moment-là, il a automatiquement la nationalité des parents. Si on prend la deuxième option pour dire tous ceux qui sont nés des parents sur un territoire appartiennent à ce territoire-là. Ça fait, c'est le droit du sol, le fait de la résidence. Et c'est cela qui va constituer le thème central de l'exposé, droit du sol souple. Il y aura des distinctions à faire, droit du sol stricto sensu et droit du sol souple, qui signifie simplement qu'il y a quelques conditionnalités qui sont liées à la détermination de la nationalité en partant du territoire sur lequel on se trouve. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons demander à l'invité principal, qui est le professeur Samutondi, de nous faire une synthèse de son ouvrage intitulé « Le droit du sol souple ». Et à l'issue de son intervention, nous pourrons entrer dans un débat qui nous permettra d'éclaircir tel ou tel point et quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour résoudre cette problématique qui est très délicate et qui a posé pendant longtemps et qui risque encore de poser, si la question n'est pas abordée avec beaucoup d'intelligence, créer d'autres problèmes. Et nous allons dire déjà d'emblée que le problème se trouve dans l'écriture de toutes les lois que nous avons adoptées. Ces lois sont adoptées dans des conditions qui ne permettent pas une réflexion solide. Et je crois que le moment est venu, à l'issue des élections qui ont été organisées, et que le pays est en train de retrouver les standards d'un état de droit moderne, pour que cette question soit résolue en dehors des émotions et de manière intelligente. Voilà, je passe la parole au professeur Samutondi pour l'exposé. Vous avez peut-être 20 ou 25 minutes d'exposé pour donner la quintessence de vos écrits, et puis on passera à des questions du public. Je n'échapperai pas à ces questions, vous pouvez aussi les adresser à moi-même pour approfondir la réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Le doyen Bakandej, de cette parole que vous nous passez et surtout de cette brève présentation que vous venez de faire. C'est comme vous l'avez dit, la question de nationalité reste parmi les questions qui ont traversé des générations dans notre pays, et cette question nous a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, et elle continue à nous en poser jusqu'à aujourd'hui.
nous avons eu cette motivation de mener une étude parce que de plus en plus, nous nous sommes rendus compte que cette question était, disons, abandonnée ou laissée sur la place publique. Et que le fait de l'abandonner sur la place publique, des mots, des paroles, des déclarations étaient posées et qui risquaient d'avoir des conséquences très néfastes pour la stabilité de notre pays et de notre société. Donc il fallait de plus en plus que nous, intellectuels, nous puissions mettre la main à la pâte pour désormais commencer à réfléchir avec des documents à l'appui, des textes à l'appui, et quitter, comme le doyen Bakandé l'a toujours dit, les ghettos en quelque sorte. Rentrer avec titre, document, ouvrage à l'appui et discuter utilement de cette question. Mais avant de prendre donner vraiment l'essence de notre réflexion, nous aimerions quand même poser en pédagogue quelques bases pour nous permettre à tous ceux qui sont là d'être en mesure d'apporter leur contribution lors des échanges, parce qu'il est toujours nécessaire d'élaguer quelques questions de thématiques fondées pratiquement à la compréhension de la question. Donc c'est pour dire que je vais en même temps me comporter comme conférencier et en même temps faire un peu de la pédagogie comme enseignant. La pédagogie m'amène à poser quelques bases sur la question de nationalité pour savoir ce que c'est la nationalité en fait. C'est quoi la nationalité? Parce que c'est par là que nous devons commencer. La nationalité rencontre beaucoup de définitions, beaucoup de données, beaucoup d'éléments, mais de manière générale, par rapport à plusieurs doctrinaires qui sont étalés sur la question, la nationalité est définie comme étant un lien qui rattache un individu à un état donné. C'est le lien de rattachement d'un individu à la population constitutive d'un état. Donc c'est l'état qui gère la question de nationalité. Pour être membre d'un état, pour être sujet d'un état, il faut être national de cet état. Et c'est au travers de la nationalité qu'on a attribué ce lien qui est en même temps un lien spirituel, un lien d'esprit, qui rattache une personne à la population constitutive d'un État. Et lorsque nous allons vers les constitutionnalistes, ils vont nous dire que la nationalité, en fait, c'est ces rapports invisibles qui lient un individu à un État. Pour que l'État puisse exister, il a besoin d'un territoire, il a besoin d'une population, il a besoin d'une souveraineté. Pour ceux qui ont fait les études de droit savent que ce sont les trois éléments importants pour qu'on puisse parler de l'État au vrai sens du mot. Donc l'État ne peut pas exister, disons, sans la population. Et cette population est rattachée à cet État par la nationalité. Donc on est sujet d'un État parce qu'on est national de cet État. Et donc en quelque sorte, la population appartient à l'État. Et donc, la population peut dire aussi que l'État lui appartient. Donc c'est comme ça que l'État, un peuple ou un individu peut se réclamer l'État, tout comme l'État peut réclamer un individu en usant de la protection diplomatique pour assurer la protection de cet individu partout où il se retrouve. Donc un Congolais qui est au Congo, qui est en dehors du Congo, peut bénéficier de la protection du Congo parce qu'il est sujet du Congo et que l'État a l'obligation d'assurer sa protection, de le suivre partout où il est lorsqu'il est en danger et d'assurer cette protection. Et comment on acquiert la nationalité? Un deuxième élément, on l'acquiert soit par origine, soit par acquisition. Donc le terme acquérir n'est pas tellement bien posé, mais comment la nationalité s'attribue? Parce que lorsqu'on parle de l'acquisition, on voit cette nationalité qu'on a postérieurement à l'origine, c'est-à-dire qu'on a à la suite d'un effort fourni pour effectivement l'avoir. Mais il y a cette nationalité qu'on a d'origine par rapport aux lois établies, et ces lois qui consacrent la nationalité d'origine posent dans presque tous les États du monde des principes. Nous avons la nationalité par le sang et la nationalité par le sol. On a la nationalité d'un État, soit par le sang, ce qu'on appelle la nationalité par filiation, c'est qu'on est descendant d'un père ou d'une mère qui a cette nationalité, qui vous la transmet par son sang, ou on a la nationalité d'un État par le sol, soit on est né sur le territoire de cet État. C'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique les ius sanguinis, les droits du sang, et les ius soli, les droits du sol. C'est là même le thème de notre ouvrage, les droits du sol. Et donc, on est originaire national par origine d'un État, parce qu'on est descendant d'un père qui a cette nationalité.
où on est descendant d'une mère qui a cette nationalité. Par le sol, on peut aussi être national originaire de l'État parce qu'on est né sur le territoire de cet État. C'est ça le droit du sol, le fait de naître sur le territoire d'un État. Si la législation ou la loi de cet État donne la possibilité à un individu qui est né sur le sol d'un État d'avoir cette nationalité, eh bien la personne peut l'avoir par le sol. Qu'en est-il de l'état de notre législation? Je vais poser un peu dans 5 ou 10 minutes ces concepts pour que nous puissions maintenant être en mesure disons, d'aborder cette question, toutes les autres questions qui vont être posées. Les droits congolais de la nationalité existent depuis que l'État congolais est devenu État. Nous sommes là en 1885, où avec la création de l'État indépendant du Congo, bien avant, l'État au sens de l'État n'existait pas. Et donc nous avons par exemple en 1482, excusez-moi, où il y avait des tribus, des clans qui étaient établis sur le sol. Mais ces clans existaient, mais il n'y avait pas la nationalité au sens juridique comme nous l'avons aujourd'hui. Mais cette nationalité existe au sens juridique depuis que l'État indépendant du Congo, comme le doyen Bakande, je l'ai dit, a été créé. Depuis la création de l'État indépendant du Congo. Et depuis cette période, nous avons connu une armature de textes législatifs qui se sont succédés, qui nous amènent pratiquement au-delà d'une dizaine. Et le tout premier texte sur la nationalité que notre pays a connu, c'est le décret du 27 décembre 1892. C'est le décret le plus long que notre législation a connu. Et ce décret nous a amené jusqu'au 18 mars 1965, déjà au-delà même de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Ce décret a posé les plus grands principes, bien qu'il était calqué sur la législation belge, et a posé les plus grands principes de nationalité en droit congolais. C'est au regard de ce décret que la législation congolaise a été conduit toute cette période, bien qu'à la veille de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, il y a eu la loi fondamentale qui est arrivée en 1964, il y a eu les différentes lois qu'on a essayé de prendre pour ménager cette question de l'appartenance des Congolais à la nationalité congolaise ou de leur appartenance à la nationalité belge, parce que nous devons savoir que pendant un moment, après l'État indépendant du Congo, il y a eu l'annexion de notre pays à la Belgique. Et pendant cette période d'accession du Congo à la Belgique, nous sommes en 1908, de 1908 jusqu'à la veille de l'indépendance, le Congo était annexé à la Belgique et nous étions devenus sujets belges et non pas citoyens belges pendant cette période. Tous nos ancêtres, tous nos contemporains à cette époque étaient devenus sujets belges, mais avec des lois appliquées au Congo qui étaient pratiquement des lois calquées au Congo. Donc cette loi de 1892 est la loi la plus importante sur la question de nationalité en droit congolais. Et la loi de 1892 a subi une petite modification, je pense au lendemain déjà de sa promulgation, qui nous a amené la charte coloniale. C'est cette charte coloniale qui a fait que les Congolais deviennent pendant cette période belges, sujets belges, et non pas citoyens congolais. Ils sont devenus sujets belges parce que désormais, il fallait se conformer à ce que la Belgique posait comme principe de nationalité pour se revendiquer être congolais. Et dans cette loi, il y a des éléments qui ont attiré notre attention par rapport aux deux conditions que nous venons de relever. La première condition, les droits du sang et les droits du sol. Dans cette loi, pour être congolais, il fallait être né d'un père congolais et sur le sol congolais. Donc on avait l'application de ce qu'on appelait le double droit du sol. Donc il fallait naître sur le sol congolais, d'un père congolais pour être congolais. Autrement dit, si on naissait sur le sol congolais, non, d'un père congolais, mais en dehors du territoire congolais, on n'était pas congolais. Donc on appliquait de manière cumulée les deux principes. Ce qui fait que l'acquisition de la nationalité pendant cette période était très très stricte et rigoureuse. Vous savez, il fallait réunir les deux conditions et cela n'a pas tardé à révéler les conséquences ou les inconvénients liés à ces principes, parce qu'il y a les indigènes qui étaient immatriculés, qui pouvaient aller au-delà de la région pour y faire des travaux, au Rwanda ou au Burundi, et avoir des enfants là. Ces enfants, par le fait qu'ils étaient nés en dehors du territoire congolais, n'étaient pas considérés comme congolais.
Ce qui fait qu'un parent congolais pouvait en même temps avoir les enfants congolais et les enfants étrangers, le fait qu'il les a eu en dehors du pays. C'est l'une des grandes faiblesses de cette disposition et de cette loi de 1892 et qui consacrait l'application stricte, l'application rigide du principe du droit du sol. Il fallait combiner les deux pour être congolais. Et c'est ainsi que, devant cette faiblesse, la charte coloniale va venir et adapter un peu les choses, réorganiser les choses. Elle va réorganiser les choses, faire en sorte que ce ne soit pas seulement le fait de naître sur des parents congolais et sur le sol congolais qui faisait de nous Congolais. Il fallait passer par d'autres procédures de déclaration à l'état civil pour démontrer que cet enfant est issu d'un parent congolais. Il doit donc droit à avoir la nationalité congolaise et non pas d'avoir une nationalité étrangère. C'est dans ce sens que, malgré quelques faiblesses contenues dans cette loi, elle a démontré vraiment sa force. C'est comme ça que c'est la seule loi, jusqu'à preuve du contraire, qui a résisté parce qu'elle était fondée sur des bases solides. Effectivement, c'était une loi qui était calquée pratiquement sur la législation belge, la législation belge de nationalité. Et après ça, nous arrivons à l'indépendance. Lorsque nous accédons à l'indépendance, nous prenons la loi, comme nous avons appelé les 64, la loi fondamentale, la constitution des lois. La loi fondamentale, c'était juste, je pense, quelques semaines avant l'indépendance, le 19 juin 1960, c'est ça? Oui. Et puis il y a eu aussi une autre loi le 17 mai 1960. Ce sont les lois qui ont précédé au fait l'indépendance, qui essaient en train d'aménager un peu la situation. Mais il a fallu attendre la constitution de Luabu pour poser les premiers principes de nationalité. Parce que là, lorsque nous remontons à la loi de 1892 à laquelle nous venons de faire allusion tout à l'heure, cette loi déjà à l'époque, parce que c'est là le mot de toutes les questions qui se posent actuellement, consacrait les principes de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Déjà à l'époque, on ne pouvait pas détenir la nationalité congolaise concurremment avec une autre nationalité, dans la conception du législateur de 1892. Mais sans bien le dire clairement, de manière implicite, lorsque nous lisons la charte coloniale, nous nous rendons compte que le législateur de 1892, au travers de la charte coloniale, avait de manière implicite accepté la double nationalité. Donc, la question de double nationalité, si un jour nous arrivons à emboîter les pas des autres en optant pour la double nationalité au Congo, ça ne sera pas la première fois, parce que le Congo a déjà vécu l'expérience de la double nationalité avant l'accession, avant notre accession à l'indépendance. Ce qu'il était dit à la suite des abus ou de cette faiblesse que je venais de dégager, qui était contenue dans la loi de 1892, il était dit que un enfant, un Congolais qui allait à l'étranger, sans avoir dit à l'autorité administrative qu'il allait pour ne pas revenir, rester soumise à des obligations comme citoyen congolais. C'est qu'un Congolais pouvait quitter le Congo, aller s'installer ailleurs. S'il n'a jamais dit à l'autorité administrative qu'il partait définitivement, il restait connecté, il restait soumis aux obligations comme citoyen congolais. Autrement dit, il pouvait aller ailleurs, acquérir d'autres nationalités, mais tant que lui-même n'avait jamais dit à son administration ou à l'administration coloniale que je renonce à ma nationalité congolaise, je renonce à mes obligations en tant que Congolais, paiement des impôts et consorts, il restait assujetti à des obligations comme Congolais. Donc c'était à la suite de notre expertise, nous avons compris que c'était une forme de double nationalité qui était consacrée de manière implicite, même si le législateur n'avait pas dit clairement que la double nationalité était fondée, mais c'était une façon de comprendre autrement que quand quelqu'un doit demeurer assujetti à ses obligations en tant que Congolais, même s'il n'est plus sur le sol congolais, cela voulait dire qu'il était toujours considéré comme étant Congolais. Et là, ce sont les fondamentaux qui ont été posés par la charte coloniale. Nous accédons à l'indépendance, la question se pose, parce que là, on s'est dit il faut rapidement essayer de faire table rase des dispositions qui nous ont été léguées par les colonisateurs. Nous sommes un État indépendant, souverain. Le moment est venu, il faut revoir l'arsenal législatif, l'adapter à nos réalités.
Et en ce moment, en 64, nous avons la première constitution qui reconduit effectivement les principes de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, en 1964, et qui va se faire suivre par une loi que nous considérons d'ailleurs comme la loi la plus importante du 18 mars 1967. Et c'est cette loi qui va légiférer avec forte détail sur la question de nationalité. Et la loi en question va dire que, va poser un principe du droit du sol qui nous a beaucoup plus intéressés, en disant que Congolais parle et Congolais, toute personne qui appartient à une ethnie posée sur le territoire congolais au 18, je pense, je ne sais pas la date précisément, disons en novembre 1908, avant novembre 1908. Quand nous voyons la date de novembre 1908, c'est la date de la création de l'État indépendant du Congo. Donc, tout juste, toute personne qui appartenait à une ethnie, une tribu, établie sur le territoire congolais, avant la création de l'État indépendant du Congo, selon le législateur de 1964, selon la loi de 1965, était considéré comme Congolais d'origine. Donc, c'est comme ça que les choses vont être posées dans cette loi. Et ça va nous accompagner jusqu'aux tumultes qui vont se créer à la veille de l'année 71, parce que c'est là qu'il y a eu des plus grands soucis de nationalité ont commencé à se poser dans notre législation. À la veille de 71, il y a des élections législatives qui allaient être organisées sur l'étendue du territoire national après la prise du pouvoir par le maréchal Mobutu. C'était les premières élections. Et certaines personnes ont voulu profiter de cette situation qui était vraiment très, très sensible pour essayer de rejeter ou renier la qualité de Congolais à certaines personnes. Ça va nous créer un peu la situation de l'Est du pays, j'insiste là-dessus. C'est une situation qui dure depuis très longtemps, qui a posé trop de problèmes, qui a fait que les ressortissants ou les ressortissants de Massissi qui étaient installés à cette époque vont se voir être reniés la qualité d'électeur. C'est qu'on dit que vous n'allez pas élire parce que vous n'êtes pas Congolais. À cette époque, vous n'avez pas qualité de Congolais, on ne va pas vous attribuer la carte d'électeur, vous n'avez pas droit d'élire, vous n'avez pas non plus le droit d'être éligible. Comme ce sont des transplantés, vous savez, des personnes transplantées qui ont été amenées au Congo pour des raisons agricoles à cette époque, là les points de vue sont divergents, là je donne mon point de vue, amenés à l'époque pour des raisons agricoles, qui ont trouvé cette terre dans laquelle ils étaient installés. Ils étaient surpris de voir, on leur dit que vous n'êtes pas Congolais, vous n'êtes pas éligible et vous ne pouvez pas non plus élire. Et on leur a privé de la carte d'électeur. À cette époque, ça créait des problèmes et une commission à l'époque a été créée. Cette commission a été dirigée par le feu Mandrandel, pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, le savent, et sanctionnée par un rapport. Et c'est ce rapport qui a poussé le maréchal Mobutu à prendre la loi de 71, qui va attribuer la nationalité de manière collective à tous ces habitants de Massis. Dire qu'ils sont tous devenus Congolais. Et là, vous voyez le contexte dans lequel cette loi est prise, qui n'avait qu'un seul article, sans les dispositifs, sans beaucoup de motivation, un seul article, c'était effectivement pour répondre à cette attente. Et cette loi n'aura pas long feu, parce que déjà en 72, elle va être modifiée par une autre loi. Là, nous avons un décret de 71, mais 72, on va prendre une autre loi pour modifier celle-là immédiatement, parce qu'un grand problème s'était posé déjà. Il y en a qui n'ont pas été contents par le fait qu'on a reconnu la nationalité de manière collective à un groupe de personnes, parce que, des principes, la nationalité est un droit individuel, chacun doit la mériter, chacun doit la demander, et non seulement ça, il y en a qui étaient emballés parce qu'il n'était pas aussi établi que toutes ces personnes avaient accepté de recevoir cette nationalité. D'autant plus qu'il n'y avait pas un recensement qui a été fait. Ça a créé un peu de mécontentement, ce qui va nous amener immédiatement à la loi de 1972, qui sera un peu plus détaillée que celle-là, en revoyant cette attribution collective, en revoyant certains critères, et la théorie est très abondante pour vous épargner de tout ça dans cet ouvrage, sur ces différentes questions, tout ce qui a milité à la conception de ces deux lois. Et ce sont ces deux lois qui, en quelque sorte, si je peux me le permettre, nous ont plongé un peu dans les chaos. Et là, ça m'amène directement à poser un mot sur
un thème que j'aimais dans l'ouvrage, solution pour une nationalité objective. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, lorsque nous avons été, ou le législateur a été amené à concevoir une loi sur la nationalité, il s'est beaucoup plus fondé sur des critères subjectifs. Au lieu de voir des situations, il a voulu régler des cas qui sont passagers, et aussitôt ces cas passés, la loi n'avait plus son sens. Donc, vouloir attribuer la nationalité de manière collective, parce qu'il y avait un conflit pendant un moment suspect, cette loi n'a pas... Ils l'ont fait parce que ça a créé plutôt de mécontentement. Et d'autres, dans la lecture de la loi de 112, qui a essayé de corriger les quelques erreurs qui étaient contenues dans la loi de 71, vont dire que, bon, comme on a pris la loi de 72, c'est que la loi de 71 est abrogée. Tous ceux qui avaient eu la nationalité de manière collective en 71 ne sont plus congolais. Donc, voyez un peu cette confusion. Donc, ils ne sont plus congolais parce que la loi de 72 est revenue là-dessus. Et ça va créer encore des remous. Donc, nous sommes allés des remous en remous parce que chaque fois, nous avons toujours eu tendance à vouloir régler des cas particuliers. Et ça, c'est ce que nous reprochons au législateur congolais depuis qu'il a commencé à se mettre à cette œuvre. Et nous allons, devant cet imbroglio, tomber dans la loi de 1981, laquelle d'ailleurs va essayer encore davantage de durcir les conditions. Parce qu'en 81, devant les pressions pour ou contre, on va se dire, bon écoutez, on va durcir les conditions. On prend alors la loi de 1981 sur la nationalité, et c'est cette loi qui va durcir les conditions de naturalisation. D'ailleurs, elle va instaurer la grande et la petite naturalisation. Pour devenir congolais, il fallait passer par la petite naturalisation avec autant d'années d'attente. La grande naturalisation avec une procédure très complexifiée, ce qui a rendu encore la tâche très dure, mais elle est quand même revenue sur la date de la nationalité par le sol, parce que toutes les lois ont la particularité d'avoir tourné autour des dates sur les droits du sol. C'est tantôt on est à 1908, tantôt on remonte à 1885, tantôt on remonte au 30 juin 1960, tous ceux qui sont établis, qui appartiennent aux ethnies, établis sur les sols congolais, à 1930 et 1960, 1908, 1885, et tout ça, à chaque fois il y avait des mécontents qui n'ont pas accepté que les choses se passent comme ça, et les personnes ont encaissé, de 1981 jusqu'en 1997. Au fait, la guerre des dites de libération a été toujours considérée comme des libérations parce qu'on a dit qu'il fallait chasser Mobutu. Il a traîné, c'est un dictateur. Mais nous pensons, moi personnellement, j'ai toujours pensé qu'en dehors de cette question de l'alternance au sommet de l'État, il y avait la question de nationalité qui était cachée. Parce que lorsqu'on va à Sun City, lorsqu'ils vont à Sun City, vous savez que cette question a été inscrite parmi les questions qui devaient être traitées en priorité. Et d'ailleurs, en 1999 déjà, on revient sur la loi de 1981 en essayant d'harmoniser par rapport à la date des droits du sol. Mais cela n'était pas encore suffisant. Il fallait que les partis de Sun City ressortent les motivations profondes pour revoir cette loi de 1981. Selon tous ceux qui ont assisté à ces assises, ils ont démontré que cette loi avait créé beaucoup de dégâts. Et qu'il fallait à tout prix l'amender, l'adapter. C'est ce qui va accoucher de la loi du 12 novembre 2004 que nous avons jusqu'aujourd'hui, la loi relative à la nationalité congolaise. C'est la toute dernière loi que nous avons actuellement en vigueur en droit congolais. La loi relative à la nationalité. Et c'est cette loi qui pose les principes actuellement en vigueur. C'est là que je vais, monsieur le doyen, avoir quelques minutes, si vous le permettez, pour maintenant décortiquer la loi actuellement en vigueur. Mais tout en soulignant déjà que cette loi de 2004 pêche déjà par le fait qu'elle est antérieure à la Constitution. La Constitution que nous avons date du 18 février plutôt, 2006, et la loi date du 12 novembre 2004. Et donc déjà, la Constitution, quand vous la lisez à l'article 10, elle dit que la loi relative à la nationalité doit poser tous les autres éléments ou les autres principes de nationalité. Mais cette loi, qui devait être conçue conformément à la Constitution, est plutôt
antérieure à la Constitution. Donc il se pose déjà un problème. Alors qu'elle devait être calquée à la Constitution, et surtout que cette Constitution a encore été révisitée en 2011, actualisée en 2011. Donc, c'est ça la loi actuellement en vigueur. Mais que dit cette loi, grosso modo? La loi de 2004, du 12 novembre 2004, pose les principes de la nationalité par les sangs et érige les droits du sol en exception. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on est congolais d'origine. Si on est d'un père, on est né plutôt d'un père congolais et ou d'une mère congolaise. Il y a eu évolution parce que nous avons ratifié plusieurs conventions internationales qui bannissent toute forme de discrimination faite à la femme. Ce qui a fait qu'il était nécessaire, il était temps que cette loi soit harmonisée, adaptée à la réalité de ces différentes conventions. Et donc, depuis 2004, déjà, cette innovation part de 1981, mais elle va être reconduite en 2004. C'est que désormais, avant, ce n'était que les pères qui pouvaient transmettre par les sangs la nationalité à l'enfant, depuis la loi de 1892, mais depuis 1981, enrichi par 2004, et les pères, donc on dit les pères et ou la mère, donc et les pères ou la mère peuvent désormais transmettre la nationalité à l'enfant par les sangs. Par les sangs. Les deux, donc. Les deux peuvent le transmettre. Et de cette façon, on va consacrer les principes du droit du sang, mais poser le principe du droit du sol en exception. Et là, d'ailleurs, les législateurs vont revoir ces principes du droit du sol de manière générale pour dire que ce n'est plus en 1885, ce n'est plus en 1908, mais c'est plutôt au 30 juin 1960. Toute personne qui a appartenu à une tribu établie sur le territoire congolais à l'accession de notre pays à la souveraineté internationale est congolais. Bien que, déjà c'est la critique, les législateurs congolais, nulle part, n'a jamais pris le soin d'énumérer quelles sont ces tribus. Parce que c'est là aussi un problème. Quelles sont ces tribus qui ont existé pendant ou durant cette période? Là aussi c'est un problème. Donc ça n'a jamais été fait et ça continue à poser de problème jusqu'à aujourd'hui. Deuxième, là maintenant dans l'exception, pour la naissance sur le territoire congolais, elle n'est pas admise en droit congolais comme principe d'attribution de nationalité, mais plutôt comme une exception. On peut avoir la nationalité congolaise par le sol, le fait de naître au Congo des parents dont le fait de leur nationalité ne permet pas qu'ils vous transmettent leur nationalité. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple de la Belgique. Ce n'est pas dit que c'est ce qui se passe exactement ici. Un Belge qui est au Congo, il a un enfant sur le territoire congolais. La législation belge dit que pour être belge, il faut être né d'un père belge et sur le sol belge. Mais cet enfant n'est pas né sur le sol belge, il est né au Congo. Quelle est la conséquence? C'est que cet enfant n'aura pas la nationalité belge. Et cela, une deuxième conséquence, c'est qu'il risque d'être considéré comme un apatride. Alors que nous avons signé des conventions contre toute forme de lutte contre l'apatridie. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'en 2004, on devait absolument adapter notre loi en consacrant cette possibilité d'attribuer la nationalité par le fait de naître sur le territoire congolais à toute personne qui est née sur le sol congolais pour qui le fait de la nationalité de ses parents l'empêche au moment de sa naissance d'avoir une nationalité. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 14, dit que toute personne a droit à une nationalité. C'est un droit. Bien que c'est un principe qui est posé, mais ce principe est confronté à la réalité de la souveraineté des États. Parce que, c'est déjà une contradiction, la déclaration, il y a une simple déclaration qui n'est pas une obligation pour les États. Les internationalistes le savent bien. Il dit toute personne a droit à une nationalité. Mais le droit international dit que la nationalité est un attribut de la souveraineté. Autrement dit, il revient à tout État de déterminer par sa législation qui sont ses nationaux. Et donc un État ne peut pas se référer à la Déclaration universelle des droits de l'homme pour attribuer sa nationalité. Dans sa liberté, l'État édicte les conditions d'attribution de sa nationalité. Et là, c'est fait que s'il n'y a pas ces différentes conventions, je vais citer M. le doyen, s'il n'y a pas ces différentes conventions qui feront en sorte que les États se sentent contraintes, nous allons retrouver plusieurs personnes dans la situation des apatrides. Au fait, un apatride, c'est un individu, une personne qui n'a pas de nationalité.
Et cela ne peut plus être admis dans la société actuelle. Tout le monde est censé avoir une nationalité. Et dans cette loi, ça c'est la première possibilité des droits du sol. Deuxième possibilité des droits du sol, c'est uniquement pour les enfants nouveau-nés trouvés des parents inconnus. C'est qu'il peut arriver que vous êtes, pour ceux qui connaissent Kinshasa, vous êtes par exemple dans la bourse du CNPP, en train d'aller vers Rond-Point Gaba ou les campus universitaires, vous entendez un enfant qui pleure dans les buissons, vous vous approchez, vous trouvez que c'est un enfant abandonné, quelle que soit la couleur de sa peau, parce qu'il est retrouvé sur le territoire congolais et qu'à partir de ce moment, on ne sait pas les rattacher à un parent, les droits congolais prévoient que cet enfant est ipso facto congolais. Ça, c'est la deuxième facette du droit du sol. Un enfant nouveau-né trouvé sur le territoire congolais des parents inconnus. Et là, c'est pour éviter de les plonger dans une situation d'apatride. Donc, ce sont là les deux possibilités, les doyens, que le législateur de 2004 a prévu du droit du sol. Il n'a pas prévu les droits du sol souples comme nous l'envisageons. Vous m'accordez 2 minutes, comme ça j'explique. Il n'y aura plus de débat parce qu'il faut aller à l'essentiel. 2 minutes pour que j'explique alors les droits du sol souples. Ce que j'entends par droit du sol souple, c'est ça, parce que vous avez dit qu'à la fin je chute dans l'ouvrage. Alors, les droits du sol souple veut dire que moi-même, avec l'étude menée, l'étude comparative, j'essaie un peu de comparer les droits français, les droits belges, les droits américains. Et j'ai trouvé qu'en Amérique, par exemple, on applique ce qu'on appelle les droits du sol rigide. C'est que les Américains, peu importe la nationalité de vos géniteurs, il suffit de naître sur le territoire américain, vous avez la nationalité américaine. Et d'ailleurs, à un moment, ils sont très contraignants. Ils peuvent même empêcher un parent qui a eu un enfant sur le sol américain de quitter avec cet enfant le sol américain. Parce qu'il est considéré comme sujet américain par le seul fait d'être né sur le sol américain. Pourquoi? Parce qu'il suppose que cet enfant n'aura le droit de choisir entre les deux nationalités qu'à sa majorité, lorsqu'il aura atteint l'âge de la majorité. Et donc, pendant ce temps, il est sujet américain. Ça, c'est le droit du sol rigide, très rigoureux. Et l'exemple aussi du droit du sol rigide, c'est ce que nous avons dit avec la loi du 12 décembre 1892, qui disait que pour être congolais, il faut être né des parents congolais sur le sol congolais. En dehors de ça, on n'est pas congolais. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle le droit du sol simple. Un droit du sol simple, c'est que vous êtes né sur le territoire d'un État et vous avez la nationalité de cet État, pas de manière obligatoire. Il faut donner la possibilité aux parents d'apprécier du bien fondé ou pas. Donc on ne vous contraint pas, il y a un assouplissement, il y a quand même une possibilité d'appréciation parce qu'on ne peut pas vous contraindre. Enfin, nous avons les droits du sol souple. Les droits du sol souple, c'est ce que nous avons conçu, tiré pratiquement du droit français de l'époque, les droits belges aussi. C'est que vous êtes là, cette fois-là congolais par le sol, par le fait d'appartenir d'être descendant plutôt d'une génération établie sur le territoire de l'État pendant plus de 2 générations. Ça dit, quand on parle de 2 générations, on est déjà au-delà de 50 ans, donc 25. Ça vous fait en moyenne 50 ans. Donc, il est établi qu'un enfant qui est issu des parents, qui se sont installés dans un pays pendant plus de 50 ans, et qui est né dans ces conditions-là, peut se réclamer être national de cet État par origine. Parce que toute la différence est entre la nationalité d'acquisition et la nationalité d'origine. Il y a une différence. Même ici, on dit Congolais d'origine et Belge d'origine congolaise. Donc, les droits ne sont pas les mêmes. Il y a quand même des limitations parce que certaines lois, lorsque nous lisons notre article 72 de la Constitution, vous allez voir que pour être éligible au poste comme le chef de l'État, il faut être Congolais d'origine. Bien que cela, c'est encore un grand débat, nous le disons ici, mais le temps ne nous le permet pas. Nous aurons peut-être l'occasion avec le doyen de revenir encore sur un autre angle, mais je pense que pour l'instant, j'ai posé les fondamentaux et je vous remercie, monsieur le doyen. Bon, avant d'aller dans les débats, c'est qu'on peut relever, premièrement, le fait de considérer comme principe absolu l'unicité et l'exclusivité de la nationalité. C'est une aberration juridique, hein, parce que l'évolution de droit dans le monde montre bien que ce que nous, au Congo, on continue à considérer comme étant des principes de droit, c'est vraiment des choses qu'il faut rejeter à la poubelle.
Et pour cause, la pratique elle-même et les faits démontrent que ce principe, si on doit l'appliquer, on ne permettrait pas à des binationaux d'aller jouer dans l'équipe de football. Donc vous voyez déjà, il y a une évolution où on voit des Congolais d'origine qui sont récupérés, qui sont étrangers, mais qui sont récupérés alors que la nationalité congolaise est une exclusive. Quand on détient une autre nationalité, on ne peut pas redevenir subitement congolais rien que pour le football. Donc c'est une aberration juridique. Deuxième élément, c'est qu'on constate que les textes qui sont adoptés au Congo, on ne fait pas un travail législatif sérieux. C'est de la légèreté. On veut répondre à des situations données au lieu de penser des textes pour pouvoir apporter des solutions. Et troisièmement, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce la double nationalité est une opportunité, une chance ou une menace pour le Congo? Et je crois que le débat peut partir de là pour nous permettre de nous situer, parce que dans la salle, il y a certainement ce qu'on appelle Congolais d'origine, mais ce n'est pas un texte, ce n'est pas le lieu de le dire. Il n'y a pas Belge d'origine ou Français d'origine, non. Les Belges qui se réclament d'origine, qui ne sont plus Congolais, ce sont ceux-là qui sont intéressés par cette question. Et je pense que la solution doit être trouvée maintenant, puisqu'on vous a parlé de que la loi sur la nationalité précède la Constitution. Et depuis plus de 15 ans, aucune autorité congolaise n'a pensé résoudre ce problème. Parce que ça implique qu'il faut réviser la Constitution. Qui a l'initiative de réviser la Constitution? Ce sont les autorités de la République. Hein. On sait, il y a le président de la République, d'après la Constitution, le gouvernement, les deux chambres législatives à leur majorité, ou bien le peuple par pétition de 100 000 personnes. Ça, c'est prévu dans la Constitution, mais on n'a jamais utilisé ça. On se complaît simplement à parler des 220 parce qu'il faut limiter les mandats, mais les questions intéressantes sur lesquelles on doit se fonder pour donner une chance au pays. Parce que la question de la nationalité a des implications sur le plan économique. Et d'ailleurs, ce sont des implications sur le plan économique qui ont fait que dans beaucoup d'États, on a été amené à assouplir les législations. Voilà en fait une petite synthèse de ce qui a été abordé, mais on est à votre disposition pour des questions éventuelles. J'aurais bien voulu que vous puissiez crever l'abcès. C'est comme si l'exposé est très bien exposé. Je vois même que c'est direct, beaucoup de gens apprécient. Est-ce que il n'y a pas vengeance? Parce que nous, la diaspora congolaise, aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais, Américains, Français, Belges, vraiment beaucoup. Ce n'est pas la vengeance. Nous sommes de la descendance des personnes qui ont, que vous avez appelé, on a bloqué les personnes transplantées. Aujourd'hui, c'est les personnes transplantées qui donnent la loi au Congo. C'est depuis le renversement de Mobutu, c'est eux qui dirigent. Le régime Kabila, c'était un régime pro-rwandais. Est-ce qu'il n'y a pas vengeance? Parce que si en 1971, on leur avait donné la nationalité, et puis en 1972, comme vous l'avez si bien expliqué, on avait retiré. Aujourd'hui, eux, ils ont fait la guerre. En faisant la guerre, ils étaient à San City. Et là, comme priorité, c'était la double nationalité. Ce n'est pas eux qui ont, par stratégie, en 2004, par stratégie, ils ont influencé les régimes de Kinshasa pour endurcir les lois. En même temps, eux, au niveau du Rwanda, ils ont donné la double nationalité. Moi, je pense ça un peu politique. Oui, merci beaucoup pour la question. Bon, je voudrais quand même apporter une petite précision. Tout ce que vous dites est clair. Mais je pense qu'en 72, il n'était pas question du retrait de la nationalité attribuée en 71. Donc c'est un peu une lecture. J'ai dit que c'est une lecture qui a été faite. C'était plutôt une correction de ce qui a été considéré comme erreur, parce qu'on a estimé que
avoir donné la nationalité à un groupe d'individus de manière collective était contraire aux normes légistiques qu'il fallait harmoniser. On a essayé d'harmoniser en 72, mais cela a toujours été mal vu parce que les circonstances qui ont entouré la conception de ces lois a été considérée comme vraiment fondée sur des bases vraiment subjectives. C'est comme ça qu'on va arriver à la loi de 81. Dire que nous sommes peut-être dans la conception d'une vengeance, je l'ai dit tantôt, les problèmes qui se posent chez nous au Congo actuellement, c'est les problèmes d'organisation de l'administration publique. L'administration publique pose problème parce que la nationalité est un élément d'identification de la personne. La personne est identifiée par la nationalité, par les noms, par les domiciles et la résidence. Et aujourd'hui, je l'ai dit, comment identifier les Congolais par rapport à la nationalité, par rapport au domicile, par rapport à la résidence? Vous savez vous-même quelle difficulté même la justice a au Congo pour savoir que X habite tel endroit, Y habite tel endroit. Ça pose problème. Et d'ailleurs, déjà, quand on est en difficulté de savoir où est-ce qu'il habite, on est même en difficulté de savoir qu'il est Congolais ou pas. C'est une chose que nous disons. Vous savez quelles sont les difficultés que nous avons, les facilités que nous avons dans ce qui concerne l'état civil. Je ne voudrais pas le dire dans un cadre public comme ça. Et donc, il y a lieu aujourd'hui que nous puissions, avec l'autorité de l'État, comme l'a dit les doyens tout à l'heure, en application stricte de l'article 220, essayer de nous interroger de toutes ces faiblesses. Autour de toutes ces faiblesses, les circonstances ont fait, parce que nous avons plus ou moins 80 millions d'habitants, et surtout que déjà le recensement tant promis n'est toujours pas venu, parce que c'est au travers du recensement que nous saurons qui sont Congolais et qui ne le sont pas. 80 millions d'habitants aujourd'hui, l'estimation. Et sur les 80 millions d'habitants, les frontières nous posent problème. Les frontières sont vraiment dans un état de passoire, comme on dit. Les allées et venues sont difficilement gérées. Alors, la gestion de la chose publique, on estime que depuis un temps, comme vous l'avez dit, au sommet de l'État, nous avons eu des personnes avec une nationalité un peu approximative de la situation qui a été réglée en 71. C'est ce que vous dites. Mais je pense que ça, ce sont plutôt des considérations que les politiciens peuvent être en mesure de répondre, parce que nous restons beaucoup plus sur l'aspect scientifique pour ne pas heurter les sensibilités. Donc, nous pensons, nous, que si le législateur comprend qu'il faudra se fonder sur des principes, poser les principes, et que toute personne qui rentre dans les considérations des principes est congolais, la question est réglée. Donc, ce qu'il faut chercher désormais à faire, c'est poser de manière objective les principes de nationalité pour être congolais, et que lorsqu'on a rempli ces principes, on est congolais, on est appelé à exercer tous les droits reconnus aux Congolais, c'est tout. Et d'ailleurs, il y a une contradiction lorsque nous lisons l'article 72 de la Constitution. In fine, elle dit que pour être éligible au sommet de l'État, il faut être congolais d'origine. Alors qu'on dit à un moment que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Dans la même Constitution, quand on va dans d'autres dispositions, les articles 63, 66, on parle de l'égalité de tous les Congolais. Mais là, on vient faire une petite discrimination, on dit qu'il faut être Congolais d'origine. Et qui crée encore les débats. C'est comme ça que j'ai rejoint l'idée de tout à l'heure du doyen, qui estime que l'écriture de cette Constitution n'a pas du tout été logistique. Il faut penser à une réécriture de la Constitution dans un moment non suspect, comme nous, juristes, nous le disons, in tempori non suspecto. Pendant qu'il n'y a pas de pression, on se réfère aux scientifiques avertis pour rédiger la loi sur la nationalité ou sur la Constitution et répondre objectivement à toutes ces considérations qui défraient la chronique ou qui posent problème, monsieur. Bon, je vais compléter pour aider monsieur Bobo. Ces articles-là, qui concernent les questions de nationalité, j'étais parlementaire à l'époque, on a fait presque 3 semaines pour écrire ces dispositions-là, parce que les gens se battaient dans la salle, etc. C'était la constitution des belligérants, c'était la constitution des cow-boys. C'est pas la constitution rédigée par des gens normaux qui veulent résoudre les problèmes. C'est ça qui justifie d'ailleurs qu'on puisse repenser
certaines dispositions de la Constitution pour la rendre beaucoup plus moderne et plus souple. C'est ça, c'est pas une question de vengeance des uns sur les autres, mais qui a vengé et qui sont les perdants dans cette histoire. Donc ça n'a pas été rédigé dans un contexte permettant une réflexion profonde pour éviter des stigmatisations. Parce que si on rentre dans ce jeu de stigmatisation, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il peut prouver à 100% qu'il appartient aux tribus qui existaient là. Parce qu'il y a eu des migrations. Il y a eu des migrations avant même l'arrivée des étrangers, avant la construction de l'État indépendant du Congo. Il y a eu des mouvements qui font qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament de tel coin, nécessairement, peut-être que si on va 4 siècles avant, ils viennent peut-être d'ailleurs. Et puis il y a eu beaucoup de brassages. Ce qui fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est d'une tribu telle, tout à fait propre. La même question, là. Parce que, comme vous l'avez dit, juste un complément de peur que je ne perde le fil d'idée. Juste pour dire que nous n'avons plus que 20 minutes dans la 20 minutes, salle. on va aller Donc, rapidement. s'il y a encore des gens de la presse qui posent des questions, La presse, concise, le dernier. réponse concise. Non, juste Et pour puis, dire que... autour du verre, avec tout le monde, on va continuer. Moi, j'aimerais juste savoir concrètement, qu'est-ce qui bloque? Parce que nous, de la diaspora, nous bénéficions du droit du sol, droit du sol et droit du sang. Ce qui bloque, c'est la volonté politique. S'il y a une volonté politique affirmée, tout est possible. Tout, non, mais écoutez, c'est la volonté politique. Et je vous ai dit que nous avons la possibilité maintenant, comme il y a changement de régime, nous avons la possibilité que l'initiative vienne soit de la population, comme 100 000 personnes, c'est facile d'avoir une pétition de 100 000 personnes, soit du président de la République lui-même, qui est dans la logique du changement pour permettre d'assouplir un certain nombre de règles et aider tous les Congolais qui sont à l'extérieur, Congolais d'origine, qui ont acquis d'autres nationalités, de ne pas perdre la nationalité de leur père et mère. Maintenant, prof, s'il vous plaît, une petite question. Quelles sont les conditions pour que l'État vous ravisse votre nationalité congolaise? Non, il n'y a pas dans quelles conditions l'État peut vous ravir votre nationalité au Congo? Non, d'après, à partir du moment où dans la Constitution c'est prévu que le fait d'acquérir une nationalité étrangère, vous, ipso facto, vous perdrez la nationalité d'origine. Seulement? Oui, non, il n'y a pas que au ça. Congo même, vous êtes, je sais pas, vous faites n'importe quoi. Et oui, non, pas... même au Congo, si vous posez des actes indignes, de rébellion, on peut vous retirer la nationalité. Je peux. Dans ces contextes, la nationalité d'origine dans ces contextes ne se perd pas. Lorsque vous êtes Congolais d'origine, quels que soient les comportements que vous avez affichés, vous ne perdez pas cette nationalité. La seule possibilité, parce qu'il y a des lois de la République par rapport qui sanctionnent les comportements auxquels vous êtes évertués. Si vous êtes un délinquant, on vous enferme, vous faites la prison. On va vous ravir la nationalité, vous n'aurez pas une autre parce qu'on ne peut pas vous mettre dans une situation d'un apatride, de quelqu'un sans nationalité. La seule difficulté, c'est au regard de l'article 10 de la Constitution. Donc, la nationalité congolaise étant une exclusive, lorsque vous avez une autre nationalité, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise. C'est ce que le législateur dit. C'est uniquement pour ça. Mais pour la perte, la procédure de perte, pour les personnes qui ont acquise la nationalité congolaise, tout comme ici, un Belge qui est devenu Congolais, qui a une certaine conduite à tenir dans sa qualité de Congolais, s'il se méconduit, celui-là, la loi du 12 novembre 2004 prévoit la procédure des pertes de la nationalité congolaise dans ces contextes. C'est comme en Belgique, vous êtes belge, mais vous avez des conditions à observer. Si on trouve que vous n'êtes pas d'une bonne moralité, vous créez le trouble à l'ordre public, vous êtes quelqu'un qui s'est inscrit dans le djihadisme et consorts, mais on va vous retirer la nationalité belge parce que c'est une nationalité acquise, d'acquisition, qui est différente de la nationalité d'origine. Parce que si vous perdez la nationalité belge, vous allez recouvrer votre nationalité d'origine. Oui. Je voulais ajouter, juste pour les frontières, la question du pasteur Bobo, il dit pour les frontières, mais il n'y a pas que l'Est du pays qui est une zone frontalière.
Il y a par exemple les Bas-Congo qui est également une zone frontalière. Les problèmes de tribus qui se posent ne se poseront pas uniquement pour les Massissi. Ils peuvent se poser aussi dans les Mwanda, Soyo et consorts. Ils peuvent se poser aussi dans les Kasumbalesa avec la Zambie. Donc les attentions sont beaucoup plus focalisées à l'Est au regard des contours qui ont été suscités depuis la loi de 71. Donc ce n'est pas le seul cas, ce n'est pas la seule situation. Alors j'ai rapidement 2-3 minutes parce que madame a demandé. Monsieur Ouechi. Moi, j'aimerais savoir quelle était la nationalité des Congolais qui sont nés avant le 30 juin 1960. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je viens de recevoir un expert. Qui étudie les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Il vient de nous confirmer qu'il y a aussi des rwandophones, c'est-à-dire des Tutsis, des Hutus et des Twa, congolais d'origine. Et quelle est leur situation? Parce qu'il y a des Congolais d'origine, c'est-à-dire la partie Massissi, Rutshuru et Goma, à l'époque, selon sa version, appartenait au Rwanda. Il y a eu un arrangement entre les Belges et les Allemands. On a donné cette partie au Congo et la partie des Shangungu, une partie qui était réservée au Congo, on a donné au Rwanda et au Burundi. Alors, les Rwandais qui habitaient à Goma et Massissi, avec la loi que vous venez de dire, sont considérés comme des Congolais d'origine, des Congolais à 100%. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ces débats-là pour éclairer l'opinion congolaise et l'opinion internationale à ce qui concerne les problèmes de nationalité? Parce que j'ai une émission maintenant qui s'intitule « Osons dire la vérité positive ». Bon, alors la vérité scientifique, je réponds rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La vérité scientifique, c'est que les Congolais qui sont nés avant le 30 juin 1960 sont juridiquement belges. Juridiquement belges. Alors, et d'ailleurs c'est l'une... Pardon? Il faut le prouver. Il faut le prouver et aller chercher... écoutez, Pardon. Je vous dis, juridiquement, ce sont des Belges. D'ailleurs, il y a un arrêt de la Cour de cassation belge qui date d'une année qui le confirme. Oui. Bon. Mais s'il faut accorder à 80 millions de Congolais dans la société belge, personne ne restera au Congo, tout le monde va venir ici. Ça posera un problème aussi de Les migration. 80 millions ne sont pas des... Non, on était 14 millions à l'époque. Non, j'ai dit tout simplement, parce qu'on peut se baser là-dessus pour dire qu'on réclame. Les 14 millions, sur les 14 millions, Il y en a qui sont morts. il y a beaucoup qui sont morts, il y a peut-être 2 ou 3 millions qui restent. Donc ce n'est pas un problème. Alors la deuxième question, c'est une question importante, ça fait partie de l'histoire des frontières, etc. On ne peut pas l'aborder au cours de cette émission. Si vous voulez une émission, moi je... Après. Je peux vous aider à avoir des éléments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a au Congo, parmi les tribus et les ethnies, des Twa et des Hutus qui sont congolais. D'origine. Les Tutsis? Des Hutus, des Tutsis, etc. Des Twa qui sont congolais. Les 3 tribus qui sont au Rwanda ont des ramifications au Congo qui datent d'avant même l'arrivée des Belges. Bon, une dernière question. Parce qu'il y a madame qui a posé. Allez-y, allez-y, madame. Par rapport à votre intervention, c'est quand même une question extrêmement délicate. Oui, parce que... Bon, soyez bref, parce que dans 10 minutes, on doit libérer la salle. Oui, donc je voulais dire, est-ce que c'est la science qui vous empêche de dire qu'en 1971, la loi qui était passée ressemblait à une manipulation parce que c'était
bureau voilà, le cabinet du président de la République, et c'était un décret qui n'était pas passé par le Parlement. Donc en 72, ils n'ont fait que corriger les erreurs de cette manipulation. De deux, moi je suis un peu étonnée de toute votre recherche, parce qu'elle fait fi du contexte d'occupation dans lequel le Congo se trouve depuis X temps. Et alors quand vous dites qu'il n'y a pas de pression et que le moment est opportun pour régler cette question, je reste assez étonnée. Et alors, le troisième point, c'était de dire, par rapport à cette question, moi, j'ai toujours dit qu'on pouvait maintenir la nationalité d'origine aux Congolais qui changeait, qui acquérait une nouvelle nationalité. Et le problème est résolu en gardant aussi les conditions de la loi de 82. Ceux qui veulent acquérir la nationalité le font dans les règles du pays tel qu'il est établi, et que c'est assez étonnant qu'on cède aux pressions. Il y a des gens qui ont pris des armes, qui n'ont jamais été punis pour toutes les exactions qu'ils ont commises, et qu'on estime qu'ils ont droit à la nationalité. Et quand vous prenez des exemples d'un pays comme les États-Unis, qui est un pays de migration, ces comparaisons... Question. Oui, effectivement, on parle de Hutus, Tutsis, Tutsis au Congo. Ils existent, mais il faut faire la différence. Très souvent, on a tendance à globaliser en parlant de Rwandais, mais au fait, il y a une confusion qu'on fait. Avant l'arrivée des Belges, il n'y avait pas ces frontières-là. Les frontières sont venues, c'est à la limite tracé au prorata des intérêts de puissance. Ça fait que vous retrouvez des ethnies qui sont transfrontières. Et les ethnies Hutus, Tutsis, toi vous les retrouvez surtout au nord Kivu. Mais je vais insister sur un fait. Les Tutsis, quand vous parlez de Banyamulenge, ça c'est une appellation, mais au fait ce sont des Tutsis de Mulenge, et Mulenge c'est au sud Kivu. Alors, eux sont arrivés à un moment donné après les tracés des frontières. S'il vous plaît, Massissi, s'il vous plaît, suivez-moi. On a parlé des transplantés. C'est dans les années avec l'opération MIB, en 1935, 36. Oui, non, 34, 39, juste en 39. C'est une partie des Hutus qu'on a pris, du Rwanda vers le Massissi. Mais les Hutus existaient déjà au Congo avant l'arrivée des Belges, et notamment dans les Rutshuru. Les Tutsis, une partie dans les Rutshuru existait, et ces Tutsis de Rutshuru sont à différencier avec ce qu'on appelle les Banyamulenge. Les toits existaient. Donc la confusion, c'est de dire l'Est, lorsqu'on ne maîtrise pas la réalité, cette confusion amène à ce qu'on ait une mauvaise conclusion. Et les lois sur la nationalité qu'on a eues, elles étaient basées effectivement sur des concurrences politiques, mais aussi une mauvaise appréciation. C'est une vérité que vous ne voulez pas trahir. Je vais essayer d'être prêt. Première question. Comment la Constitution peut dire que le président doit absolument être d'origine congolaise quand on peut se permettre de retirer à des Congolais d'origine congolaise leur nationalité du fait qu'ils prennent une autre nationalité? Parce que d'origine, ça veut dire c'est dans ton sang. C'est-à-dire comment on retire ton sang? Tu devrais pas, c'est-à-dire c'est une décision administrative. Donc ça c'est première question. Deuxième question, pourquoi on revient toujours avec le problème de l'Est, des gens qui sont Tutsis ou tout, quand on sait que les Belges, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de tribu Tutsi, il n'y avait pas de tribu Hutu. Tutsi veut dire propriétaire bovin et Hutu veut dire propriétaire terrien. Donc eux ont décidé que ça c'était des tribus, et il y a vraiment des textes qui disent que voilà, aujourd'hui vous devez choisir. Parce que selon les circonstances économiques, justement, les Rwandais avaient l'habitude de dire moi je suis Tutsi, mais le même Rwandais pouvait dire le lendemain dans un comptoir, je ne sais pas, qu'il était Hutu. Donc pourquoi, pour la nationalité congolaise, on justifie les gens de l'Est et on ne met pas sur la table le fait que les définitions d'ethnie Tutsi et Hutu, on ne devrait pas, c'est pas des tribus, c'est pas des tribus. Alors la troisième question, la troisième question, j'ai attendu longtemps. La troisième question,
c'était pourquoi on n'aborde pas le traité de Berlin. Il y a 2 traités de Berlin. Il y a le traité de Berlin avec les frontières de maintenant, et il y a le traité de Berlin qui concluait le Rwanda. Et donc voilà, il faudrait peut-être aussi prendre en compte ces 3 questions-là. Voilà. Madame, la question que vous avez posée déborde un peu la thématique d'aujourd'hui. Hein. Elle déborde la thématique d'aujourd'hui. Il faut remonter dans l'histoire pour aller fouiller. Ça fait l'objet d'un autre débat. À la première question que vous avez posée, nous n'avons pas réfléchi en termes de recherche des solutions pour le cas qui concerne les Congolais qui stigmatisent les populations d'origine rwandaise. Nous voulons aborder la question de manière froide parce que le Congo n'a pas que 2 frontières. Le Congo a 9 frontières avec plusieurs pays, donc on ne va pas mêler le cas simplement à l'est du pays. Donc moi, je ne pense pas que ce soit de cette manière-là. Alors, la question qui a été posée, la question d'occupation. Moi, je ne peux pas prendre... madame, je ne vais pas vous répondre sur des questions d'occupation, de non-occupation. Moi, je sais que le Congo est occupé par des Congolais. S'il y a des étrangers qui viennent, ça c'est leur problème, mais moi je sais que le Congo n'est pas occupé par des étrangers. Juridiquement parlant. Voilà, nous avons terminé. Bonne précision, je vais conclure. La question de la nationalité d'origine qui se pose, la perte de la nationalité d'origine, nous devons noter que ce qui nous embête aujourd'hui, c'est le fait de vouloir de se mettre dans une situation où on peut perdre la nationalité congolaise d'origine. Et ce qui nous embête aussi, c'est le courage de décider un jour de dire que nous insérons dans la législation congolaise la double nationalité. J'ai toujours donné l'exemple du Sénégal. Les Sénégalais ont dans leur législation été très clairs. Ils disent la nationalité sénégalaise d'origine ne peut pas être perdue. Donc vous voyez, ils n'ont pas dit qu'il est consacré au Sénégal la double nationalité, mais ils ont dit dans leur loi que la nationalité sénégalaise d'origine ne peut pas être perdue. C'est une autre forme de double nationalité. Donc un Sénégalais peut aller acquérir d'autres nationalités, mais il va garder sa nationalité sénégalaise d'origine. Donc voilà, le débat est trop important, le temps ne nous permet pas d'aller au fond. Nous mettons à votre disposition l'ouvrage qui est là pour ceux qui voudront. Il y a plusieurs théories, plusieurs informations qui sont contenues ici. Il est vendu en Europe à 30 €, mais il n'est pas encore en bibliothèque, mais c'est pour ça qu'on vous a amené quelques exemples. Nous vous disons merci. Bon, en tout cas, il mérite les applaudissements. Ça veut dire que vous étiez tenus en haleine. Il y en a qui ont même raté leur rendez-vous, qui auraient dû partir bien avant, et qu'on appelle. Donc nous remercions beaucoup le professeur Samutondi Ikomba. Nous remercions aussi le professeur Bakandeja.